Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur le plateau de Normandie TV pour cette émission spéciale consacrée aujourd'hui au bocage normand. Nous nous intéresserons plus particulièrement à l'une de ses composantes spécifiques. Elle dessine le bocage, elle le structure, elle le façonne, elle l'embellisse, elle le protège. Elle, vous l'aurez peut-être reconnu, ce sont les haies bocagères. Eh bien oui, aujourd'hui, la haie est à l'honneur. Je vous invite à un voyage au cœur de notre patrimoine végétal pour découvrir la haie pratique et poétique. Et pour débuter ce programme, eh bien, je vous propose de regarder le film que Baptiste Caruel leur a consacré, Dis-moi qui tu es. Si on comprend ce qui est autour de nous, comment ça s'est construit, établi et comment ça a évolué. Du coup, on a un autre regard dessus. Ça n'est plus une plante banale, un lieu banal, une mare banale. En fait, comprendre, c'est la première étape de protéger. Regardez, on a ramassé les pommes, puis après c'est un voisin qui a repris ça. Et on avait envie de refaire un verger. Non, mais ils n'ont pas protégé, ni coupé le gui. Donc quand tu laisses le gui, au bout de 10 ans, tu as un arbre, tu n'as plus de feuillage, tu n'as plus que du gui ou presque, tu vois, donc il ne produit plus rien. Et puis il finit par crever. Et quand tu ne protèges pas le tronc, donc les animaux bouffent l'écorce. Et puis le résultat est le même. C'est l'arbre qui est le plus cultivé en termes d'arbres fruitiers. Quoique, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que les poiriers aussi ont une très large part dans le paysage. Et le pommier, c'est un arbre qui pousse à l'état sauvage dans les bois. Que l'on allait arracher, greffer, puis ensuite replanter. Et les premiers pommiers que l'on a replantés ici en Pays d'Auge, on les a replantés non pas dans des herbages en herbe comme on le voit aujourd'hui, mais on les a replantés dans les labours. Alors au début sur le pourtour des labours, puis ensuite on a fait des rangs à l'intérieur des labours, mais on labourait sous les pommiers. Bon, ça dépend aussi du porte-greffe. Hein. C'est donc en général, donc, quand on vend un arbre, on vend 3 arbres différents. 3 arbres en un. C'est comme la Trinité catholique. 3 arbres en un. Il y a la variété qui sert à faire les racines, la variété qui sert à faire le tronc et la variété à fruits qui est en haut. Pour vraiment que ça produise, il faut une quinzaine d'années. C'est les vieux qui plantent et c'est pas pour eux. C'est pour se survivre un peu. On a découvert le paysage intime, aujourd'hui on a découvert des thèmes. Là on va apporter une autre dimension à la compréhension du paysage, c'est que dans ce paysage-là,
dans cette commune-là, eh bien, il y a des choses qui ne se rencontrent pas. Il y a des choses qui s'ignorent. Il y a des univers qui s'évitent. Voilà. Alors là, je veux dire, c'est très imagé, hein, mais... Et puis, il y a aussi, au contraire, il y a des choses qui peuvent s'affronter, qui sont dans des logiques, dans des intérêts différents, dans des pratiques différentes. Voilà. Et donc, qui sont là, je dirais, plus de l'objet de la tension, j'ose pas dire de conflit, encore que. Et donc, la partie qu'on vous proposait, c'était de... Même si ça faisait peur à certains quand on a été dans la préparation, on disait oh, on va pas parler de ce qui fâche. Il faut mettre à place. Et voilà. On a décidé finalement, avec le comité de pilotage, de ne pas éviter cette question-là. On prend un peu de foin, on fait des nattes de foin qu'on touille dans l'argile, on enroule autour de greffons une fois qu'ils sont mis dans le porte-greffe, et ça fait une poupée, quoi, comme sur un doigt qu'on soigne. Et quand la greffe va se développer, elle va être à l'abri du froid, du chaud, du manque d'humidité, parce que l'argile garde l'humidité. Il y a bien longtemps qu'il n'y a pas eu de pommier, parce que j'ai jamais connu de pommier dans mes champs. Donc, Ouais, tu pourras remettre. Tu auras une adresse, tu pourras me demander. Ah bah oui. Oui. Moi je vois la mer. Un sentiment, une impression... Non, c'est dommage, une barrière qui était en chêne, qui peut vivre longtemps, hein. Et là qui est à l'abandon, là, qui ne sert plus à rien. Elle est recouverte d'ajoncs et de ronces. Il y a un frêne qui pousse au milieu. Donc elle est... Alors là, tout à l'heure, lorsqu'on a eu l'option route sèche, Il n'y a plus de vent. on a évité une partie Dommage qu'on puisse pas de photographier belles le chasses, dont celle-ci, qui s'appelle la chasse du SY. Je vous propose qu'on en fasse un petit bout à pied et revenir, parce que elle est impraticable justement au croisement de... Alors, en Roncheray, cette voilà. chasse-là. Et rejoint la Roncheray. chasse des masses. Et à droite au Roncheray, la chasse de Roncheray, bord. ouais. Ouais, tout à fait. Cette haie, en plus, elle est extrêmement durable, puisque celle-ci, on sait qu'elle a été plantée au plus tard, au XIIIe siècle. Donc ne serait-ce que ça, en tant que témoin de gestes et en tant que témoin de savoir et d'une histoire qui n'ont pas vraiment été écrits. Hein. La présence de ces haies est un patrimoine à lui tout seul. À nous d'apprendre à le lire. Quand on se balade, essayer de découvrir quel était le personnage qui a bien pu planter cette haie, qu'est-ce qu'il a voulu faire avec. Voilà, moi je pense que si, c'est un vrai patrimoine, mais c'est pas écrit dessus et c'est pas protégé par les documents. Il y a du lierre dedans, donc là on peut imaginer, si tu veux, dans ce genre d'arbre, tu peux avoir un ramier à faire son nid, un pigeon ramier, tu peux avoir plein de petites bêtes. Tu peux faire une cabane, là, super. Hein, Une cabane pour les enfants. il faut une petite échelle, bien sûr, mais bon. Un arbre, ça cherche la lumière, si tu veux. Donc effectivement, dans la forêt, ils sont tassés. Les petites branches du bas, elles n'ont pas de lumière, elles ont tendance à mourir toutes seules. Alors que sur une haie, si tu élèves pas, c'est très touffu en bas. Ça m'étonnerait que ça fasse des beaux fûts dans lesquels on puisse faire des planches. Mais si tu veux des beaux troncs, il faut élaguer. Il arrive qu'il y ait des beaux arbres de haies qui fassent une belle carrière en menuiserie. Hein. Mais bon, si tu veux, un chêne, ça peut faire un fût de 7 mètres, quoi, hein, à peu près, quoi, exploitable. Bon, c'est à peu près la hauteur des grosses branches. Là, 7 mètres. La vie de la haie, c'est bien d'avoir des arbres bas, des arbres hauts. Différents étages, oui. Différents étages aussi. Et puis il faut que tu puisses passer en dessous aussi. Bon, oui, voilà. Donc si les branches elles démarrent à cette hauteur-là, sur un tronc comme ça, il faudrait passer tous les 3 ans hein, pour enlever les petites branches comme ça. Donc là, je me suis dégonflé un peu. Là. À vrai dire, je suis tombé de mon échelle, donc j'ai plus trop envie de faire de l'équilibre. Mais on le laisse quand même parce que ça fait
un truc qui est plein de cavités, tu as plein d'insectes, de petits oiseaux et tout qui vont se nourrir de tout. Des insectes d'abord qui vont se mettre dans le bois mort et après des oiseaux qui vont venir manger les insectes, quoi, tu vois. Donc c'est intéressant de temps en temps d'avoir un arbre mort aussi, quoi. Bon, vu qu'il penche par là, dans le sens du talus, il n'y a pas trop de risques. Donc tu vois, en plus il est chez nous, même s'il tombait sur le chemin, c'est pas très grave, quoi. On ne peut pas se permettre de laisser un arbre mort au bord d'une route, mais comme ça, au niveau biodiversité, c'est intéressant d'avoir un arbre mort de temps en temps. Il y a quelque chose qu'on peut retrouver dans n'importe quelle haie, c'est du bois mort. Alors le bois mort, il faut laisser le temps à la nature de créer des organes et puis de les laisser mourir. Toutes ces branches de saule qui meurent peu à peu, elles sont régulièrement visitées. Donc ici c'est le pic-et-pêche qui vient piquer dans le bois mort pour en extraire donc des larves. Les larves qui vivent donc dans le bois mort. Dans cette haie, par exemple, vous pouvez avoir le pigeon ramier, la tourterelle turque, les mésanges qui viennent chanter, alors que dans la haie taillée, on aura uniquement des oiseaux en fait, qui sont initialement des oiseaux de buisson. On va avoir l'accenteur mouché, on va avoir éventuellement merle, mais parce que le merle, lui, sait chanter beaucoup plus haut sur d'autres arbres. On n'aura jamais un nid de pigeon dans une haie taillée à 1,20 m, quoi. Alors qu'ici, avec les arbres, on a tout de suite toute une autre catégorie d'oiseaux. Et donc on a comme ça ces 3 étages qui font que pour les oiseaux, c'est une sorte de mini-forêt. La haie est on va dire en fait, c'est une lisière. C'est pas une forêt, c'est une lisière. Et du coup, on a tous les oiseaux forestiers. Là, on a un troglodyte. Voilà, c'est un cri d'alerte. Donc il est inquiet à cause de notre présence. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois le message de danger d'une espèce est compris par d'autres espèces. Ce qui est le plus typique, c'est l'épervier. Si un épervier passe, à 100 mètres, on commence à entendre les mésanges qui alertent. Et très vite, vous avez les autres oiseaux, les pinsons par exemple, les moineaux qui n'ont pas encore vu l'épervier. Ils ont entendu le cri d'alerte de la mésange et ils sont eux-mêmes en alerte. Il y a une transmission comme ça de ce message entre les espèces. Plus on va avoir d'intervenants différents, plus on va avoir des pratiques personnelles variées et plus on aura des niches différentes pour une plus grande quantité d'oiseaux. Le pire, c'est l'uniformisation. Voilà. Donc c'est un peu ce qui nous guette aussi en campagne, parce que les pratiques liées à la mécanisation font qu'on a en général des pratiques banalisées, quoi. Enfin, banalisées au sens où tout le monde fait la même chose. Défensif, ça fait mal, ça pique, on ne passe pas à travers, ni une personne, ni un animal. Et longtemps, on a pensé que ces haies de houx servaient à contenir les animaux, ça servait un petit peu comme le fil barbelé aujourd'hui. Et en fait, c'est en regardant la manière dont est organisé le terrain à l'intérieur de la parcelle que l'on a compris que non, ça servait à tout à fait autre chose. En fait, cette haie a servi à empêcher les animaux sauvages de pénétrer sur les cultures que l'on a fait à l'intérieur. Et ce que l'on sait donc, c'est que le pays d'Auge était majoritairement une région de culture, de céréales. En fait, elle a une autre fonction, cette haie. Elle a un rôle capital, c'est-à-dire que
entre le niveau de l'eau dans cette parcelle et le niveau de l'eau dans la parcelle suivante, il y a un léger décalage. Le limageur, donc, il commence là-bas au mur, et donc il fait à peu près ici, on va dire presque 200 mètres de large. Une toute petite lame d'eau multipliée par 200 mètres de large sur les 15 km d'inondation, c'est très important pour l'arrivée d'eau dans le bourg qui est à l'entrée d'Avranches, qui s'appelle Pont. Donc quand on parle de lutte contre les inondations, on devrait d'abord penser au bocage dans le limageur du fleuve. C'est une des rares haies qui est restée en place et qui est perpendiculaire donc, au flot de la crue. Plusieurs périodes d'inondations, de vents violents, de tempêtes ont appris aux agriculteurs aussi l'importance de la haie. La haie qui a protégé leurs habitations, qui a protégé l'église du village, ça c'est important, qui a protégé les pommiers dans leurs parcelles, qui a protégé leurs animaux. Nous par exemple on a un document d'urbanisme sur la commune de Montviette et on prend en compte toutes les haies en travers des pentes. On conseille de les préserver et les agriculteurs en fait se débrouillent pour travailler à l'intérieur des haies. Voilà, et en adaptant leur matériel et pas l'inverse. Donc je réintègre les vieux arbres dans une ligne. Donc il y a une ligne qui passerait par ces deux arbres-là ici. Là. Donc là on mettra plutôt des plus grands arbres, genre poiriers et cerisiers. Là c'est plutôt les pommiers. Donc moi donc, je suis pas trop attaché aux abords de ferme. Je suis plutôt porté sur le paysage, sur la gestion. Donc là j'ai en projet de mettre un banc un peu plus loin là-bas, parce qu'on découvre Barenton. Et un autre aussi un peu plus loin, parce qu'on découvre la ferme du voisin. C'est le seul endroit où on peut l'avoir vraiment. Moi, ce que je commence à faire... Le potager, il est vraiment fermé. Il est entièrement clos. Enfin, il y a quelques trous. Si le chien voulait passer, il passerait. Mais il est clos et à la fois, quand on est dans le potager, on voit tout le jardin. Ouais. Il est vraiment dans le prolongement du jardin. Il y a même des fleurs. Ah oui, oui. Etc. Il y a des pépinières, il y a tout. Je trouve que cette petite haie, pas très haute, je trouve que ça le fait pas, ça le met pas à part du jardin, moi qui travaille souvent au potager. Dès qu'on sème ou qu'on repique un tout petit plant, les chats, le lendemain, il y a un trou énorme, 3 salades de partie. Donc là, ça me faisait suer quand même de mettre un grillage, un filet, un truc. Ça devient pénible quand même. Ouais. Donc je me suis dit, un peu de bambou, ça va leur faire drôle. Je m'assois souvent sur les murets. Et puis je regarde un peu, et puis j'observe. Je profite plus du jardin, c'est en travaillant dedans en fait. C'est vrai. Le buis planté en haie, lui, il va servir à protéger le jardin. Parce que le jardin, c'est
l'endroit où on va cultiver tous les légumes qui vont nourrir la famille toute l'année. Et là, on est de l'ordre de l'esprit et surtout du mauvais esprit. Donc quelqu'un qui passe sur le chemin, à qui vous avez mal répondu, allez, il s'est donné les moyens, il jette un sort sur le jardin et vos semis, ils ne démarrent jamais, vos carottes, elles ne démarrent jamais, vos haricots, ils fondent. Et donc la haie de buis va servir à ça en fait. Elle va être là, une protection sacrée, permanente, qui fait que les mauvais sorts passeront jamais la barrière du buis. Et c'est bien ça quand même. Il y avait une haie de frênes, de naturel, quoi, d'aubépines qui s'étaient ressemées là de bonnes dizaines de mètres. Hein. Et quand ils ont changé la ligne, ils ont changé son tracé, donc ils ont abattu. Là, j'ai eu le droit de rien dire. Donc d'un jardin de Millau, je me suis retrouvée un jardin de plein soleil l'été, pas l'hiver parce que c'est au nord. Mais l'été quand les plantes sont là et voilà. Et un jardin vanté, quoi, à l'est. Quoi. Terrible. Le vent d'est, c'est un tueur. Donc, j'ai demandé au propriétaire du terrain d'à côté si je pouvais planter. Il m'a fait non. J'ai dit, bon, ça veut dire oui. Hein. Donc j'ai replanté des viburnums, des aubépines, des sorbiers, une haie champêtre. Moi, je vois bien parce que j'ai déjà un petit peu d'âge, des maisons que j'ai vues se construire à la périphérie des petites villes ici autour, qui ne me paraissaient pas être très attirants à l'époque, dans les années 70. Puis voilà, puis 40 ans ont passé et on a l'impression qu'aujourd'hui, ça forme des micro-paysages et qui ont de l'allure. Et je pense d'ailleurs qu'il y a sans doute des maisons qui doivent mieux se vendre parce qu'elles ont ce paysage, parce que quelqu'un a pensé l'implantation des arbres, l'implantation d'une haie. Alors bon, les massifs, ici c'est beaucoup fleurs, hein. Il y a beaucoup de roses vivaces. Et puis quand j'en ai eu marre, il y a 5 ans, de rien avoir l'hiver, je me suis mis à mettre des arbustes un peu quand même. Mais d'un petit quoi. Alors, pas des monstres. Où je mettais 2 arbres et rien d'autre. Où je mettais beaucoup d'arbustes. Donc le choix était vite fait. Ouais, puis vous voulez aussi préserver la vue. Ah oui, oui. Mais oui, parce qu'en fait, le jardin, il n'est pas grand. Mais il est au niveau de la vue, rien ne l'arrête, quoi. Donc on a l'impression qu'il est grand, quoi. Ça donne de l'espace, quoi. Moi, j'aimerais pas travailler entre 4 murs et de haies ou de pierres. Hein. Ça me plairait pas du tout d'être enfermé dans la... Pas du tout.
Eh bien, je vous propose à présent de prolonger cette promenade bocagère, ce moment suspendu, avec mes premiers invités. Cécile Guillopé, bonjour. Vous êtes paysagiste au CAUE de la Manche, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Baptiste Caruel, bonjour. Vous êtes le réalisateur de ce documentaire, Dis-moi qui tu es. Et puis, face à vous, Dominique Poirier, vous êtes responsable du service embellissement à la ville de Cherbourg. Bonjour. Messieurs, dames, bonjour. Baptiste Caruel, vous êtes donc le réalisateur du documentaire que nous venons de voir. D'où vous est venue cette envie de consacrer un film au bocage normand, aux haies bocagères? En fait, je suis monteur indépendant depuis 2007 et j'ai repris mes études en 2012-2013, une licence professionnelle dans la promotion du patrimoine via les outils multimédia. Et du coup, on avait un stage de 3 mois effectué et donc j'avais très envie de réaliser un premier documentaire. Et j'avais également très envie de filmer le bocage. Et du coup, je me suis rapproché du CAUE de la Manche. Dans le cadre de leur mission de sensibilisation sur l'environnement, ça collait plutôt bien. Et donc avec Cécile Guillopé et Stéphanie Langevin, les deux paysagistes du CAUE, on a construit le film et défini des intentions sur le projet. Le CAUE de la Manche, donc Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Manche, est une structure de type associative qui a été mise en place par un président de conseil général et un préfet dans chaque département français. Et dans la Manche, ça s'est passé en 1991. Cette structure associative travaille sur 3 grands volets. Le premier, c'est le conseil aux collectivités, donc du conseil en architecture, aménagement du territoire, urbanisme, environnement et paysage, du conseil aux particuliers, donc du conseil architectural aux particuliers et aussi depuis 1 an du conseil paysager aux particuliers. Et puis un 3e volet qui est un volet de diffusion, je ne dirais pas culturel parce qu'on n'est pas relais culturel, mais qui est un volet de diffusion de la connaissance en architecture, en aménagement urbain, en paysage et en environnement pour un public le plus large possible. La particularité du CAUE de la Manche réside sur un point assez simple, c'est continuer à préserver le conseil aux collectivités et le conseil aux particuliers en développant une communication et une pédagogie auprès du public de notre territoire. De la même manière qu'un professionnel d'une autre thématique parlera de son métier, dans un CAUE, il y a des architectes, des urbanistes, des paysagistes qui sont au service de la population et des maîtres d'ouvrage publics. Et donc, on essaye de faire un lien avec le territoire. Les structures comme les nôtres, les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, ont justement cette possibilité d'utiliser ce temps pour tendre des passerelles, pour tisser des liens et pour partager une conscience la plus collective possible de la manière avec laquelle le territoire évolue, parce qu'il y a une chose assez simple, c'est qu'avec ou sans nous, le territoire continue à grandir. Nous, on milite pour recréer du lien, pour faire du rapprochement, et les gens vers lesquels on se diffuse, c'est la population de notre territoire, et la population dans sa grande globalité comprend les élus, comprend des décideurs, comprend des artisans, des professionnels, comprend les architectes, les urbanistes, les paysagistes, comprend les enfants, les élèves, comprend les enseignants. Voilà, tout le monde est inclus dans cette société-là, et on imagine que faire pour tous, c'est automatiquement à un moment donné intégrer individuellement chacun, plutôt que de décider, nous CAUE, ce qui serait important, et pour le coup on oublierait toute une autre partie de la population. Donc c'est vraiment ce lien de proximité, ce lien social qui nous semble essentiel à préserver avec la connaissance que nous on peut apporter pour l'enrichir. Cécile Guillopé, un film sur les haies bocagères, cela s'inscrit dans quelle démarche pour le CAUE? Donc, quand Baptiste est venu nous voir l'année dernière, avec Stéphanie, on
On était justement en train de travailler sur une exposition et une animation qui a eu lieu pendant tout le mois de mai, qui s'appelait « Dans mon jardin, il y a ». Et dans cette exposition, justement, on abordait vraiment toutes les thématiques du jardin potager, des massifs fleuris, et aussi tout un travail sur la haie limite du jardin, mais aussi la haie bocagère, la haie au fond du jardin, on avait appelé ça de cette façon-là. Et en fait, Baptiste nous avait vraiment parlé de la haie comme un élément de son enfance dans lequel il avait justement vécu. Et c'était vraiment une composante de son paysage à lui où il avait habité, quoi. Et dans l'idée, ça rejoignait vraiment ce que nous, on souhaitait apporter au travers de l'exposition, c'est-à-dire la haie comme un élément identitaire de chacun, qu'on soit dans son jardin ou qu'on soit dans le paysage agricole qui nous environne. Très bien. Dominique Poirier, vous êtes, je le rappelle, responsable du service embellissement à la ville de Cherbourg. Ces haies sont-elles l'expression du patrimoine normand? Est-ce qu'il y a une esthétique particulière des haies? Tout à fait, oui. Le paysage normand est très structuré, je dirais, avec ces haies. Ça fait un paysage très particulier. Et même au travers de la Normandie, on peut découvrir des paysages bien différents avec des haies bien différentes, quoi. Alors, on est urbain, on est périurbain, pardon, on habite à la campagne, donc on a de ce fait chacun notre vision, notre définition. Quelle est pour vous la définition de la haie? Eh bien, nous sommes allés à votre rencontre. Je vous propose de regarder ce petit micro-trottoir. Vous allez voir des réponses surprenantes, surprises parfois également. Les H-A-I-E-S, oui. Les haies. Les haies. Les arbres, les haies. Et l'environnement, c'est très bien, mais il faut les garder, les sauvegarder. Des haies. Les haies, les bois. Ah, c'est sympa. Je sais pas, moi je pense plus aux haies dans le bocage, donc c'est plus le côté patrimoine. Ça a aussi un impact sur l'environnement en termes de protection contre les inondations. Après, Une haie, c'est une séparation entre deux maisons, deux jardins. Ah ouais, les haies, des arbres tu mets pour ton jardin pour cacher des voisins. Je dirais esthétiquement parlant, c'est important. Je vois aux États-Unis, les haies n'existent pas. Et en Normandie, la haie est très importante parce que c'est un refuge à oiseaux et on les protège en fait. Elles sont là, elles sont importantes. Pour nous protéger des voisins. Ça permet de garder le côté privé de chez soi. Voilà. Après, il y a les haies un peu partout, mais c'est sympa, c'est comme une forme de clôture naturelle. C'est plus utile, je pense. Parce que c'est pas non plus sublime, quoi. c'est du décoratif, mais il n'y a pas d'intérêt réel. Il n'y a pas un choix qui est fait sur les haies pour les rendre intéressantes pour l'environnement. D'être à l'abri des regards, quand même. Souvent tu vas pas les tailler dans ton jardin. Tu laisses pousser haut, les voisins ils te voient plus, tu te sens plus, t'as plus d'intimité on va dire dans le jardin. On est bien content d'avoir une haie parce que sinon tout le monde nous voit sur la terrasse. Les haies sont très utiles pour éviter l'écoulement des eaux et pour que l'on puisse éviter toutes ces catastrophes naturelles. Eh bien, si nous avons c'est pour nous protéger du vent déjà, parce qu'il y en a pas mal. Et puis pour être à l'abri de la vue dans un certain périmètre. On les entretient, on les garde, il faut les garder pour la nature, c'est très joli. Nous, ce sont des tuyas classiques, quoi. Du thuya. C'est le thuya, Trovirens. Et avec plein de végétaux différents, c'est superbe. Tout notre terrain est entouré de houx. Donc l'hiver, c'est toujours vert. Et ces petites boules rouges nourrissent les oiseaux pendant la période hivernale. Ça dépend de quelle plante aussi. Quand c'est bien agréé, c'est joli, bien quand coupé, c'est bien entretenu. c'est sympa. Des décoratives avec assorties avec de plusieurs arbustes. Donc c'est coloré, il y a des fleurs, c'est joli. Faire en sorte aussi que ce soit des choix qui soient faits non pas pour la décoration mais aussi pour l'intérêt, on va dire pas commun puisque c'est pas que les hommes qui sont concernés. Mais la croissance est très lente, il faut la mériter la haie de houx. Cécile Guillopé, on l'entend là, la haie est multiple en fait, variée et elle varie selon l'endroit où on habite. Une définition, c'est quoi la haie alors finalement ?
Comme ça a été dit, la haie c'est une limite effectivement, mais c'est aussi des formations végétales différentes. Là, dans le micro-trottoir, il y a des gens qui ont parlé de la haie de houx, donc le houx qui est une composante de la haie bocagère, de la haie de thuya qui est plutôt une composante de la haie qu'on trouve dans les zones urbaines. Dans la haie, on peut trouver des arbres, des très grands arbres, des vieux arbres, des arbustes, des herbacées, des fleurs. Des graminées, etc. C'est vraiment multiple, voilà. varié. On peut les tailler de différentes façons. Donc la taille fait aussi que la haie est changeante. Et la haie, c'est aussi un milieu, c'est-à-dire que c'est un milieu de vie. Donc ça a été dit aussi, là, c'est un endroit où on trouve des animaux, insectes, oiseaux, etc. Donc c'est un vrai écosystème à lui tout seul. Donc c'est riche. Voilà, très riche. Dominique Poirier, la nature a-t-elle sa place en ville? Bien sûr, oui, la nature a vraiment sa place en ville, parce que c'est des choses qu'on a tendance, je dirais, à oublier. Donc faire découvrir ça, je dirais, aussi bien sur les scolaires que sur certains citoyens, c'est important. Et même parfois, nos haies en ville sont plus riches que certaines haies, je dirais, dans certaines campagnes, quoi. Je dirais, on peut avoir des modes de gestion complètement différents. Elles sont moins, je dirais, abîmées, parce qu'on les travaille de façon plutôt manuelle, je dirais, dans nos espaces naturels, entre autres à la ville de Cherbourg, parce que la mécanisation, je dirais, sur les haies, apporte énormément de dégâts, quoi. Et je dirais, on perd un petit peu de diversité végétale sur les haies dans certaines campagnes, et je dirais même, c'est des monoespèces de plantes qu'on peut trouver, alors que en site urbain, on se bat contre ça, quoi. Je dirais, on veut avoir une grande diversité et on peut y trouver de meilleures ou de plus belles oui, c'est ça, en fait, la Société des sciences, vous me disiez, a répertorié parfois plus de biodiversité dans les haies de Cherbourg que dans certaines haies peut-être surexploitées du Cotentin. Tout à fait. Aujourd'hui, on a une convention avec la Société des sciences et ils font des inventaires faune-flore sur nos espaces naturels et entre autres sur nos haies. Et ils y retrouvent plus d'espèces, quoi, et beaucoup plus d'intérêt, quoi. Alors, Baptiste Caruel, contrairement peut-être à d'autres paysages, pour vous, le bocage ne se livre pas immédiatement, hein. Il faut peut-être le conquérir, le gagner. Oui, si on compare par exemple, avec un paysage de bord de mer, par exemple, on pose sa voiture sur le parking, on sort et on a directement une vision globale du paysage, même si après on peut rentrer dans le détail et déambuler. Mais le bocage, on a très peu de points de vue larges et ça n'a pas tellement d'intérêt en fait en large. Et on est obligé à chaque fois de rentrer, de parcourir les chemins creux. C'est le mystère qui vous a attiré. Le côté secret et d'aller chercher en fait des perspectives différentes. C'est aussi à 360 degrés. En levant les yeux, on a des effets de lumière qui sont différents avec les arbres. C'est multiple et c'est secret, ouais. Alors, ce secret, Dominique Poirier, est-ce qu'on peut brièvement en retracer l'histoire? Quelle est l'histoire des haies? Puisque finalement, c'est bien l'homme qui a façonné le paysage. Tout à fait, c'est l'homme qui a façonné le paysage. Autrefois, sur le territoire, on avait plutôt des forêts. Donc, à un moment, il y a eu des besoins, soit pour l'agriculture, aussi bien sur l'élevage que sur la culture. Donc, on a évidé un petit peu ces forêts et on conservait uniquement des plantes qui faisaient des limites de terrain aussi. Et là, on retrouvait les premières haies, donc comme des lisières, quoi. Donc, on trouve également les mêmes diversités que dans les forêts, à peu près, quoi. Un témoin du documentaire parle d'une haie plantée au XIIIe siècle. Tout à fait, c'est aussi lointain. C'est aussi lointain, c'est l'époque du Moyen-Âge, quoi. D'accord, voilà. Donc effectivement, une longue tradition, longue histoire. Cécile Guillopé, c'est donc un matériau vivant. Et vous me disiez, peut-être c'est un matériau vivant et qui est amené constamment à évoluer. Et ça, il faut l'accepter aussi. Oui, enfin, on parle de l'histoire de la haie, donc la haie a déjà fortement évolué depuis le Moyen-Âge, d'abord dans les types de plantes qu'on peut trouver, mais aussi dans la manière dont on l'a taillée et les raisons pour lesquelles on l'a plantée, quoi. Tout à fait. C'est bien dit dans le film par Christiane d'Orléans, la haie est plantée pour protéger des parcelles de culture. Or, à partir du XVIIe siècle, notamment dans la Manche, on a surtout eu de l'exploitation laitière qui s'est développée. Et la haie, du coup, a servi vraiment à séparer les parcelles plutôt de prairies. Donc, le paysage autour de la haie a changé, quoi. Et donc, la haie ne doit pas être mise sous cloche. Dans un certain sens, elle n'est jamais mise sous cloche puisqu'elle est constamment en train d'évoluer de la manière dont on l'entretient ou ce qu'on en fait aujourd'hui aussi, quoi. Voilà.
Du coup, Baptiste Caruel, on peut dire que les témoins de votre film sont des acteurs de notre paysage? Bien sûr, oui, parce que moi, dans les intentions, en fait, au début, on aurait pu partir sur des professionnels, entre guillemets, et on a plutôt choisi d'aller vers des individualités, des individus qui, localement, essaient de façonner leur bout de paysage. Et ils n'ont pas appris ça à l'école, ils ont appris ça voilà, par leur expérience. Je crois pas que ce soit dans le film, mais ils l'ont dit plusieurs fois qu'ils se sont trompés, ils ont fait des choses, puis en fait ça ne marchait pas. Et donc ils ont rebondi. Et voilà, tout par l'expérience, par le réseau et la réflexion. Ce sont des passionnés, hein, on le ressent bien en voyant votre film documentaire, ils sont passionnés par le bocage, par les haies, par leur environnement. Ouais, c'est leur vie, ouais. C'est leur vie. Ouais. Enfin, pas que ça, mais en tout cas, oui, ils y passent beaucoup de temps. Ouais. C'est une part de leur vie. Dominique Poirier, justement, dans le film, on entend une personne qui évoque les zones pavillonnaires et peut-être une espèce de rejet au démarrage. Et puis, au fil du temps, elles ont pris un certain cachet, grâce notamment aux haies, aux variétés de haies. Ça veut dire qu'on peut aujourd'hui composer le tableau de demain. Tout à fait. Au travers des lotissements, oui, on peut composer le tableau de demain. C'est vrai que bien souvent, on trouve des haies un peu trop, comme on le disait à un moment, c'est des tuyas ou des choses comme ça, quoi. Mais je dirais, mais ça peut accompagner d'arbres. Le tuya, il a ses intérêts, quoi. Je dirais, l'intérêt visuel, etc., pour se cacher un peu du voisin. Mais on y plante des arbres et ce paysage des lotissements évolue énormément, quoi. Et même des fois trop vite par rapport à certaines personnes, quoi. Je dirais, ils se font un peu surprendre par la végétation. Et tant mieux, quoi, je dirais. Mais voilà, mais malheureusement, sur ces lotissements, on trouve trop de monoespèces, je dirais, de plantes dans les lotissements. On a toujours un copier-coller de ce que fait un peu le voisin. C'est vrai. Du coup, Cécile Guillopé, les bocagères sont à la fois, finalement, un bien collectif et un bien individuel. Elles font le lien entre les deux. Oui, tout à fait. C'est un bien collectif quand, par exemple, une communauté de communes décide collectivement d'utiliser le bois des haies pour chauffer la chaufferie du terrain de sport de la mairie et des bâtiments et je sais pas, des habitations qu'elle met à louer. Là, c'est une prise en compte du paysage collectif, mais individuellement, ben voilà, Madame Volpoët qui fait son jardin et qui plante sa haie et qui observe le paysage de sa haie, l'observe de manière à la fois individuelle et collective, puisqu'elle a cette vue sur ce paysage bocager, quoi. Et qu'elle a aussi sa haie qu'elle vient de planter, elle nous énumère les essences, etc. Et là, elle a un acte individuel de plantation. Effectivement, on voit bien, elle témoigne comment elle inscrit son jardin dans le paysage global. Tout à fait, elle est vraiment un acteur du paysage de la campagne. Donc là, bon, c'est à côté, c'est en bord de mer, mais enfin dans l'arrière-pays plutôt. Mais voilà, dans son idée, c'est qu'à la fois elle vient planter. Donc en tant que jardinier, elle va planter sa haie, elle s'en occupe. Elle s'en occupe beaucoup. Elle prend vraiment soin de son jardin. Mais d'un autre côté, elle prend soin de tout un paysage, quoi. Baptiste Caruel, j'aimerais conclure sur le rôle d'intermédiaire qu'a pu jouer votre film. Il a été, vous m'avez dit, source de dialogue et d'échange entre des intérêts parfois contradictoires. Il y a eu, j'ai assisté pour l'instant à une seule projection, mais c'est sûr que on sent que c'est à fleur de peau. Les habitants du bocage sont très sensibles à leurs haies. Et c'est souvent quand même assez dirigé vers le secteur agricole. Donc nous, on a choisi de pas l'aborder dans le film. Oui, on le voit, c'est pas un film didactique, c'est un film témoignage, une promenade, une invitation. Hein. Et on voulait pas quelque chose de militant non plus. Donc ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'est à fleur de peau et que ça fait parler, oui. C'est très bien, un film qui fait parler, c'est bien le moins des objectifs qu'on puisse lui assigner. Eh bien, Baptiste Caruel, Cécile Guillopé, je vous remercie vraiment pour vos éclairages, votre expertise, c'était passionnant. Je rappelle, donc Baptiste Caruel, vous poursuivez votre travail de réalisateur, notamment au service du patrimoine naturel et rural. Et on pourra bientôt voir, j'espère, un nouveau film. Cécile Guillopé, eh bien, on peut venir à votre rencontre au CAUE pour des conseils, de la sensibilisation, etc. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Dominique Poirier, vous restez avec moi. On se retrouve après une courte pause dans la deuxième partie de cette émission pour évoquer ensemble les utilités de la haie. A tout de suite.
3 nouveaux invités m'ont rejoint sur le plateau pour aborder à présent le sujet de l'utilité des haies. Ne seraient-elles qu'un élément de décor et d'entretien fastidieux ou ont-elles un rôle à jouer dans notre environnement? Eh bien, pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir Célia Bresson. Bonjour, vous êtes technicienne espace rural au parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin. Face à vous, monsieur et madame Faligot, bonjour. Alors, vous êtes jardinier amateur et passionné, et puis membre de l'association Cotentin Côté Jardin. Et nous sommes toujours en compagnie de Dominique Poirier, responsable du service embellissement de la ville de Cherbourg. Célia Bresson, un des rôles majeurs souvent assignés à la haie bocagère, un des plus connus, c'est son rôle de rétention d'eau. Les haies limitent les inondations, vraiment ? Alors en fait, le réseau de haies permet de récupérer l'eau donc en bas de pente avec le complexe talus et fossés. Donc effectivement, ça limite la vitesse de l'eau et donc du coup, ça limite l'arrivée des sédiments dans les cours d'eau. Donc on est bien dans ce rôle de limitation de circulation de l'eau, mais aussi d'épuration de l'eau, donc avec la filtration naturelle des polluants. Alors, Madame Faligot, les haies servent également à la construction d'un paysage. J'ai vu des photos de votre jardin. C'est vraiment une construction, une fabrication, c'est presque de l'art. Non ? Je ne sais pas. Quand on est à l'intérieur, quand on est acteur dans un jardin, on a du mal à le définir. Parfois, c'est les autres qui peuvent, les visiteurs qui peuvent définir. Monsieur Faligot, sur cette notion d'esthétique, de composition du paysage, ça a une utilité finalement, une utilité esthétique. Utilité esthétique, mais chez nous, on a surtout attaché beaucoup d'importance à utiliser quand même des essences qui sont des essences locales. J'entendais tout à l'heure dans le micro-trottoir des gens qui parlaient par exemple beaucoup de thuya ou de choses comme ça. Ce sont des choses qu'on a complètement proscrit du jardin. Pourquoi justement proscrire alors le thuya du jardin? Pourquoi je l'ai proscrit? Peut-être pour une question de goût. Déjà, je trouve qu'on est dans une région qui n'est pas toujours très lumineuse. Et je trouve que c'est un petit peu dommage d'entourer une maison de thuya parce qu'en hiver, la lumière passe plus. Alors qu'un arbre, pour moi, ma définition, ici, on a du soleil en été, il peut nous protéger un peu du soleil. Et puis en hiver, on bénéficie de sa structure et on bénéficie en même temps de la lumière qui passe au travers de ses branches. Il y a eu aussi un effet de mode avec les tuyas, finalement, 70, 80, 90. On y revient, j'ai l'impression, Dominique Poirier, les tuyas, c'est un peu fini, ou en tout cas, on le mêle avec d'autres essences. Tout à fait, parce que c'est vrai que le thuya, c'était la mode, c'était pratique, c'était rapide, parce que les gens souhaitaient avoir des haies qui poussent rapidement pour se cacher. Mais voilà, maintenant c'est fini, quoi. Je dirais aujourd'hui une haie, on attend autre chose d'une haie, quoi. Une haie, c'est vivant, ça marque les saisons, alors que le thuya, pas du tout. Hein. C'est un mur vert toute l'année, voilà. Les 12 mois de l'année, il est identique, quoi. Alors qu'une haie bocagère, pas du tout, quoi. 10 ans après ou 20 ans après avoir planté des tuyas, il y a aussi parfois des mauvaises surprises, c'est-à-dire que ce sont devenus d'énormes arbres et l'entretien est là, pour le coup, très, très fastidieux. Tout à fait, ouais. Ce que je veux dire, c'est 2 tailles par an et puis il ne faut pas passer à côté, sinon on se fait déborder et puis voilà, après ça pousse chez le voisin, voilà. Bon. Alors, puisque vous avez la parole, Dominique Poirier, les haies sont peut-être également à l'origine de microclimats, les fameux microclimats de Normandie, non? Tout à fait. Je dirais au travers des champs, si on pense jardin ou champ entouré d'une haie, c'est quand même un microclimat, quoi. Je dirais, on peut avoir 2 à 3 degrés supplémentaires à l'intérieur de ce jardin-là si on a une haie très efficace en brise-vent, quoi. Je dirais. Le thuya n'est pas du tout un brise-vent, quoi. C'est vrai qu'on est bien protégé derrière, mais une haie bocagère, c'est vraiment le brise-vent. On laisse passer l'air au travers, on freine le vent, et à l'intérieur de jardins ou des champs, on a vraiment un microclimat extraordinaire. On n'a plus cette évaporation, on a un taux d'humidité plus important, les degrés... Voilà. Ouais, donc que du bénéfice. Que du bénéfice, que ce soit pour le monde agricole ou pour un jardin, je dirais, c'est du bénéfice pour tout le monde. Justement, Monsieur Faligot, microclimat, chez vous, vous êtes parvenu à composer un microclimat? Oui, justement, moi j'ai utilisé la haie. Comme le disait Dominique tout à l'heure, c'est d'abord pour faire un brise-vent, mais un brise-vent, c'est avant tout un endroit où le vent passe au travers et non pas un mur. Et donc, ça a été sa première priorité.
Et puis, est-ce qu'on a instauré un microclimat? Je saurais. C'est compliqué quand même d'avoir cette certitude. Mais je pense qu'on s'est quand même énormément protégé du vent, oui. Et aujourd'hui, justement, avec ces systèmes de haies décalées qui ne sont plus des murs, où le vent passe au travers, je trouve que par exemple, on subit beaucoup moins au niveau du jardin aujourd'hui ce qu'on appelle les méfaits du vent d'est, par exemple. Ça, oui. C'est clair. Ouais. Le tueur, comme l'appelait madame dans le témoin. C'est un vent meurtrier quand on a des plantes dans un jardin. Je trouve qu'aujourd'hui, ça se passe plutôt pas trop mal. Oui. Et puis deuxièmement, en parlant de microclimat, je ne sais pas si c'est tout à fait en microclimat, mais nous, la haie, elle est utilisée puisqu'on broie tous nos végétaux sur place. Je veux dire que tous les fruits de la haie, enfin les déchets de branches et tout ça, retournent au sol systématiquement. Nous y reviendrons justement sur le retraitement. Célia Bresson, il y a une valorisation économique possible de la haie bocagère? Alors il y en a historiquement depuis très longtemps avec le bois de chauffage, avec le bois bûche. Et puis là récemment, donc on voit bien que le bois bûche c'est plus compliqué aujourd'hui de valoriser les haies comme ça demande beaucoup de travail physique. Donc les agriculteurs sont moins partie prenante dans cette valorisation-là. Par contre on cherche quand même à maintenir le bocage avec cette valorisation économique. Et donc le bois déchiqueté semble une solution assez pratique parce que tout est mécanisable et on peut en faire donc plusieurs débouchés. Donc il y a le bois de chauffage donc dans les collectivités comme le disait tout à l'heure Cécile, donc que ce soit les piscines, les maisons de retraite, les collèges, etc. Donc si je vous comprends bien, on chauffe les piscines avec du bois issu des haies. Voilà, issu des haies et majoritairement donc dans la Manche, on a une association qui fait la jonction entre les agriculteurs et les consommateurs, donc qui sont principalement des collectivités mais également des particuliers. Et donc c'est vraiment du circuit court. On est sur 20 km aux alentours. Voilà. Et il y a aussi donc, ces petits copeaux de bois, en fait, quand ils sont de valeur qui ne passent pas en chaudière en tout cas, on peut les utiliser en paillage de haies et en paillage animal. Donc là, on fait des tests donc, sous les vaches laitières. Donc on remplace la paille par les copeaux bois. Et ça marche super bien, il y a moins de montée en température, enfin voilà, tout se passe bien. Madame Faligot, vous-même, vous utilisez la méthode du paillage? Oui. Toutes les plates-bandes qui sont des mix-borders sont paillées et on a pu constater qu'il y avait une faune qui s'était installée au sol. On a constaté aussi que toutes les mauvaises herbes ne poussaient plus à la même vitesse et plus facile à arracher et à entretenir. Alors Dominique Poirier, on l'entend avec ce témoignage, les haies peuvent aussi être des acteurs de la biodiversité de notre environnement. Tout à fait, oui, je dirais. Au niveau biodiversité, c'est vrai qu'on trouve des strates herbacées, donc tout ce qui est plantes annuelles, bisannuelles, propres à une haie bocagère, mais également tout ce qui est vivace, après toute la gamme arbustive et toute une gamme d'arbres très acclimatés à notre région. Donc on a cette diversité, mais également aussi au niveau de la faune, quoi, en fait. Donc les faunes, on y trouve tous les oiseaux, les insectes, les micro-mammifères, les reptiles, etc. Quoi. Je dirais, on a une diversité très très forte sur une haie. Et cette biodiversité peut également s'exprimer dans des arbres morts. Tout à fait. L'arbre mort, pour moi, fait partie également de la haie, quoi. Je dirais, c'est des refuges à insectes. Le grand capricorne aujourd'hui, c'est un insecte, un coléoptère, qui ne vit que sur le bois mort, quoi, en fait. Hein. Il fait son cycle sur ce bois mort-là. Et si on n'a pas des bois morts, cet insecte peut disparaître, quoi, en fait. Voilà. Donc ça a toute son importance, quoi. Les insectes sont présents, les oiseaux derrière aussi. Donc on a tout un cycle présent. Et tout est important dans la haie. Tout est important dans la haie. Célia Bresson, la haie bocagère, vous le disiez, peut limiter la pollution de l'eau, notamment par un système de filtration. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce système de filtration plus en détail? Alors quand l'eau chargée de sédiments, mais également de matières actives, de produits phytosanitaires ou autres, arrive au pied de la haie, et donc les arbres vont pomper l'eau. Et donc en fait, ils vont absorber ces matières actives en même temps. Et certainement, donc du coup, après moi, à mon niveau, j'ai pas vraiment de données scientifiques, mais effectivement, vont détruire ces matières actives. Donc ça va épurer le milieu, comme on peut avoir de la phytoépuration pour les stations d'épuration de collectivités. Et Monsieur Faligot, vous évoquiez également, vous, la filtration de l'air, peut-être. Alors, on a parlé de microclimat, un air plus frais ou plus respirable chez vous grâce à ces haies Nous, on est plutôt en situation privilégiée parce qu'on habite en campagne. De toute façon, on n'habite pas quand même en ville. Il faut quand même mesurer les propos. Je pense pas que notre jardin donne. Il apporte certainement un espace comme ça, certainement ajouter un autre et un autre et un autre. C'est ça, en fait, notre jardin, moi je le considère un petit peu comme une haie parmi tant d'autres.
bon, c'est un élément de la chaîne. Un élément de la chaîne, tout à fait, ouais. Dominique Poirier, en ville, alors filtration super de l'air filtration, je dirais. On est des super pollueurs, donc à un moment, il faut filtrer, quoi. Je dirais, c'est indispensable, quoi. Je dirais, c'est vrai qu'on utilise la voiture au quotidien, on émet beaucoup de pollution, donc l'arbre, effectivement, est un super filtre par rapport à toutes ces pollutions. Oui, vraiment, vous l'éprouvez dans Cherbourg, vous l'utilisez. Cherbourg, c'est pas très fort non plus, mais dans les grosses collectivités, oui. C'est un outil. C'est un outil et des études ont été faites et prouvées, quoi, je dirais. Il y a même certaines espèces qui filtrent plus que d'autres, quoi. Ah oui, des espèces identifiées, des essences identifiées. Voilà. Donc il y a des scientifiques qui ont fait des recherches par rapport à ça, quoi. Bon, alors, c'est plutôt encourageant. Célia Bresson, on l'a par ailleurs entendu dans le documentaire, la haie peut avoir aussi force repoussoire contre les mauvais esprits. Contre les mauvais esprits. Vous avez regardé le film. Ave, traditionnellement, on a signé aussi une espèce de force peut-être divinatoire aux haies. Alors divinatoire, moi, à mon échelle, je ne peux pas en certifier. En tout cas, effectivement, ça sert de clôture, de séparation de champs. Donc à mauvais esprit, on peut imaginer plein de choses. Mais ça clôture les champs, donc que ce soit des champs de culture, donc beaucoup plus aujourd'hui les pâtures. Ça empêche les bêtes de sortir et puis ça empêche aussi les gens de rentrer. Après, effectivement, ça façonne notre paysage, ça construit vraiment, ça fait le squelette en fait de notre paysage de bocage aujourd'hui, quoi. Alors, vous dites le squelette, c'est très visible, notamment de vue aérienne. Tout à fait. Ce squelette, comment est-il aujourd'hui et comment a-t-il évolué ces 50 dernières années ? Alors, il a beaucoup évolué effectivement en diminution. Je pense que ça, les citoyens l'ont bien entendu un peu partout. Après, effectivement, il y a 50 ans, on n'avait peut-être pas les mêmes utilisations du paysage aujourd'hui, notamment dans le paysage agricole. Donc, effectivement, les outils agricoles ont changé, donc les tracteurs, les faucheuses, etc. Et donc, utiliser les parcelles comme elles étaient il y a 50 ans, donc à une taille moyenne de 1 hectare, c'est plus possible aujourd'hui. Et voilà, le paysage a évolué. Donc là, aujourd'hui, on est un peu dans une transition. On est dans une période où le bocage a partiellement disparu, en tout cas, c'est sûr. Mais aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on en veut, nous, demain. Et voilà, donc c'est la construction collective du bocage entre les habitants, les agriculteurs qui l'utilisent et qui le fabriquent. Donc on est vraiment en période de transition. Donc c'est aujourd'hui à nous de co-construire en fait collectivement le paysage de bocage. Dominique Poirier, la co-construction peut-elle être harmonieuse et possible entre les différents acteurs du bocage normand ? Tout à fait, ouais, ça peut être très constructif entre l'agriculteur et je dirais le touriste, parce que je dirais la haie fait partie également de notre paysage, c'est très touristique aussi. Il faut faire comprendre l'utilité de la haie avant tout, je dirais. C'est vrai que bien souvent, on ne pensait pas que la haie était aussi utile, donc la haie était supprimée, quoi, en fait. Mais je pense que reconstruire, replanter des haies, ça a toute son importance, quoi, je dirais. Et surtout, je dirais bien respecter les essences indigènes. Pour moi, c'est important, quoi, je dirais. Pas planter n'importe quelles essences de plantes, je dirais. Chaque pays, chaque région a une identité très particulière au niveau de la haie. Donc il faut absolument respecter toutes ces plantes indigènes, quoi, je dirais. Sinon, on va banaliser un peu l'espace. Et pour nous, c'est catastrophique, je dirais. C'est vrai que si on passe d'une région à l'autre, si on passe de la Normandie, je dirais aux Vosges, et si on a toujours le même paysage, c'est dramatique, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, les autoroutes, ils ont tendance à planter toujours les mêmes essences, quoi. Et qu'on traverse cette France, on n'a plus cette diversité de paysages. Mais voilà, et alors qu'on a des végétaux indigènes, propres, je dirais, à chaque région, quoi. Madame Faligot, ces essences indigènes, quelles sont-elles ? Vous pouvez nous donner quelques petits conseils sur les essences que vous nous conseillerez ? Les essences indigènes de notre région, il y a l'orme qui est maintenant malheureusement malade, qui était une très grande partie autour de Sainte-Mère-Église, mais qui a la graphiose, donc on n'a plus, et c'est bien dommage. On a le chêne, les frênes qui malheureusement prennent de plus en plus de place. Dès qu'un chêne meurt, c'est souvent des frênes qui reprennent, parce qu'ils se ressèment à l'envi. Nous avons aussi pas mal de petits arbrisseaux du genre côte chêne. Alors je ne sais pas le nom. Voilà, érable champêtre. Voilà. En plus, c'est charmant. Oui, il y a aussi du buis dans nos haies et qui diversifie d'autant le paysage.
Monsieur Faligot, justement, vous me disiez, vous avez veillé aux essences locales, et pas du tout par souci de conservatisme, mais bien justement parce que vous vous inscrivez dans un paysage. Oui, alors c'est un petit peu plus complexe que ça, parce que le jardin, on ne peut pas faire un jardin uniquement avec des essences locales. Donc dans le jardin, c'est justement essayer de trouver ce compromis. C'est-à-dire que peut-être avoir quelques essences locales, parfois hybrides ou un petit peu plus décoratives que ce qu'on appelle le type naturel, mais rester quand même dans le même genre. Moi, je pense que c'est toujours ce compromis, un jardin. Il y a les deux. Il y a l'essence locale et puis, bon, bien sûr... Vous accueillez parfois des essences. Bien sûr, parce que c'est quand même le but de tout jardinier, c'est quand même d'amener des choses un petit peu originales. Et innovantes. Innovantes, oui. Et on parlait du tourisme, alors Célia Bresson, les enjeux touristiques sont également de taille. Les participent-elles à l'attractivité de notre territoire ? Alors effectivement, donc, le territoire de Bocage est quand même un cadre de vie, déjà pour nous, assez agréable. On ne s'en rend pas forcément compte quand c'est notre quotidien, je pense que pour nous ça paraît banal. Après, on est une région touristique et les touristes viennent en partie pour ce Bocage et pour ces chemins creux, ces balades qu'il peut y avoir grâce au Bocage en fait finalement. Avec voilà, un petit vallonnement, un peu différentes dans chaque commune. On a vraiment une variété de bocages assez importante et ça permet aussi aux gens d'être un peu au frais entre deux haies et voilà, de se balader de manière agréable. Oui. Dominique Poirier, vous qui accueillez également beaucoup de touristes, c'est un élément fort pour votre communication, oui, par exemple ? C'est un élément fort parce que la haie, elle a également d'autres utilités, je dirais. Je pense aux zones industrielles, des choses qu'on veut un peu cacher. Voilà, c'est vraiment c'est important de cacher des choses qui ne nous plaisent pas. Quoi, en fait. Et c'est vrai que ça contribue à faire notre paysage d'une collectivité. Quoi. On l'utilise, c'est pas le même intérêt qu'en campagne, mais il y a d'autres intérêts qui sont intéressants. Et c'est vrai que, et du coup, on se lâche un petit peu sur des plantes un peu plus horticoles, voilà. Et on peut se faire plaisir. Tout à fait. Oui. Alors, la haie est bien également peut-être sujet d'engagement social et solidaire. Monsieur Faligot et Madame Faligot, vous êtes membre de l'association Cotentin Côté Jardin. Et à travers votre jardin, vous avez un engagement social fort. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler des actions que vous menez, Madame Faligot, puis après Monsieur Faligot peut-être ? Nous ouvrons donc le jardin 3 fois dans l'année et nous l'ouvrons dans des buts caritatifs, pour des associations caritatives. Et là, nous rencontrons de nombreuses personnes qui viennent pour un moment détente dans le jardin, qui viennent aussi pour piquer quelques idées, et puis surtout échanger. Échanger, l'échange. Voilà, entre aussi bien les visiteurs qu'avec nous, et c'est très important. Monsieur Faligot, là, vous avez un vrai rôle de conseil à ce moment-là, au moment où vous ouvrez 3 fois par an votre jardin. Un rôle de conseil, bon, c'est ce que disait mon épouse, il y a plusieurs sortes de visiteurs. Bon, il y a la balade du dimanche. Il y a aussi le botaniste féru. Alors là, celui qui nous met souvent en difficulté. C'est pas toujours celui qu'on préfère, même s'il est passionnant, mais des fois, il nous met un petit peu en défaut. Et puis c'est vrai qu'on essaie de... Bon, mon épouse et moi-même, on est comme beaucoup de jardiniers amateurs. On utilise des méthodes parfois empiriques, on fait ce qu'ont fait les autres, ce qu'on a appris avec les autres. Et c'est vrai qu'on a un rôle de transmission. Alors, comme tout conseil, ce sont nos échecs qui nous construisent. Et bien sûr que on essaie de donner des tuyaux. On a rarement la vraie solution parce qu'on n'est pas dans le jardin de la personne, on n'est pas à la place de la personne, la qualité de son terrain. Mais on essaie de conseiller les gens. Mais je pense qu'il y a une chose qu'on essaie de faire, c'est de transmettre cette passion. Et ça, je pense que c'est très important. Alors cette passion et puis ce rôle de lien, on le reconnaît, on l'assigne à la haie, Dominique Poirier, mais il faut aussi reconnaître que ça peut tout simplement servir de brise-vue et nous offrir une part d'intimité. Et je dirais, c'est pas mal non plus de rechercher de l'intimité. Tout à fait, c'est vrai que le côté brise-vue, c'est important pour la plupart des gens qui ont des petits jardins, surtout quand en lotissement, quoi, les maisons sont les unes sur les autres. Donc ce côté de brise-vue est très recherché, quoi, je dirais. Mais comme je disais tout à l'heure, il est recherché aussi pour les collectivités quand on a quelque chose à cacher, quoi, je dirais. Brise-vue ornementale. Ornementale. Célia Bresson, l'entretien des haies bocagères peut-il être un frein à leur expansion ?
Alors oui, c'est une des principales contraintes, entre autres, en tout cas, enfin voilà, c'est la principale contrainte des agriculteurs pour l'entretien du bocage, c'est qu'il faut qu'ils l'entretiennent. Et du coup, ça demande plusieurs passages par an de machines, ça coûte des sous et du temps. Donc, effectivement, c'est un frein à leur développement ou du moins à leur conservation aujourd'hui. Alors, Dominique Poirier, vous me disiez qu'il y a peut-être des méthodes différentes d'entretien, peut-être pas être aussi acharné, peut-être... Vous m'aviez évoqué un modèle anglais, sur certaines routes, on peut voir la végétation s'épanouir. C'est vrai qu'en France, on a peut-être un peu la vilaine habitude d'éparer nos haies en permanence, les maltraiter, quoi, je dirais, alors qu'en Angleterre, c'est plutôt le passage des véhicules qui ont tendance à entretenir les haies, quoi, en fait. Et là, c'est très nature. Et c'est vrai que du coup, l'exploitation du bois peut être plus intéressante. C'est vrai que quand on fait du broyage en continu de haies, et c'est vrai que des fois, c'est imposé par les services de l'État qu'on nous demande de tailler nos haies sévèrement en bordure de route. Donc on fait du broyage et du coup, ça n'apporte rien, quoi, je dirais. Aucun bénéfice, pas de branchage à récupérer, ça n'ombre pas non plus les routes. Hein. C'est vrai que le côté des haies aussi, ça a un phénomène d'ombré aussi. Sur les fortes périodes de canicule, ça tempère un peu les choses, ça limite le réchauffement climatique aussi, quoi. Alors pour conclure, Monsieur Faligot, quel conseil pourriez-vous donner? C'est compliqué un jardin? Un jardin, c'est ce qu'on s'est dit déjà quand on s'est entretenu au téléphone. Je pense qu'un jardin, c'est compliqué. Donc, je pense qu'un jardin, c'est une passion déjà. Donc, comme toute passion, hein, si on aime, on compte pas. Donc, non, je pense que c'est pas compliqué. Je pense que dans un jardin, il faut être humble. Il faut ne pas avoir peur de recommencer. Il faut essayer de comprendre pourquoi la plante qu'on a plantée, qu'une plante ne fonctionne pas dans son jardin, en soi, c'est pas très grave. Mais c'est toujours bien quand même d'essayer de savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Moi, je pense que c'est quand même toujours se poser la question, est-ce que je l'ai mal posé? Et je pense que le jardin, c'est avant tout, il faut observer. Observer. Et la belle plante, en général, c'est parce qu'on a su la planter où il fallait. Et qu'elle aime être observée? Non, je ne sais pas. Peut-être pas à ce point-là, quand même. Bien, écoutez, monsieur et madame Faligot, je vous remercie. Merci, Célia Bresson. Vous nous avez apporté votre expertise. Et puis aussi, on l'a bien ressenti, votre joie. C'était important. Nous marquons une courte pause et nous nous retrouvons ensuite pour la dernière partie de cette émission où nous évoquons la haie partagée. A tout de suite. De retour sur le plateau de Normandie TV, nous évoquons à présent la haie comme lieu de partage, lieu de convivialité. Nous verrons que la haie peut être un lien entre l'intime et le collectif, un lien favorisant les échanges. Alors, aux côtés de Dominique Poirier, responsable du service embellissement à la ville de Cherbourg, nous ont rejoint Stéphanie Langevin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes paysagiste au CAUE de la Manche. Alors, je rappelle, le CAUE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Et puis, Dominique Mention, bonjour. Vous êtes auteur, dessinateur, illustrateur, botaniste reconnu. Vous êtes notamment l'auteur de l'ouvrage Les Trognes, l'arbre paysan aux 1000 usages. Nous y reviendrons. Stéphanie Langevin, une des fonctions du CAUE, c'est la sensibilisation aux divers paysages. Et vous organisez à ce titre des promenades. Ce sont des instants de partage, de la connaissance et de la reconnaissance des haies. Voilà, oui. Des moments d'échange avec les personnes qui nous rejoignent sur ces dates qui sont données le dimanche, dans l'après-midi, en semaine, pendant les vacances, pour accueillir les parents et leurs enfants, en nocturne. Tout ça pour parler des haies, les décrire du pied à la tête, donner des noms, parler de l'érable champêtre, parler de l'aubépine, parler du noisetier, parler du châtaignier, parler du frêne. In situ, au pied des haies, quoi. Et surtout le long des chemins, en fait. Ce sont des promenades, donc on marche dans les chemins creux de la Manche, ou alors à Barenton, on est dans un verger conservatoire. Donc là, on est vraiment dans ce clos, dans ce plan. Et donc on parcourt les haies qui constituent la limite du plan. Et là, d'arbre en arbre, on décrit les essences, on essaie de donner quelques clés de détermination pour essayer, pour chacun d'entre nous, de connaître un peu mieux les essences qui font partie de notre paysage. On lit des textes aussi, des poèmes, des extraits de romans. Enfin, ce sont des moments vraiment de
convivialité, comme vous disiez tout à l'heure en introduction. Qui permettent à chacun de passer cet amour pour les haies, ou si cet amour n'existe pas, si c'est un inconnu, une inconnue plutôt, justement de faire un petit pas vers ces haies qui constituent quand même une grande partie de notre paysage. Un petit pas vers cet inconnu. Dominique Mention, alors pour vous, on ne parle pas d'inconnu, la haie bocagère, on peut dire que vous êtes tombé dedans quand vous étiez tout petit en observant votre père et son savoir-faire. Exactement, puisque je suis né dans le bocage Percheron, pas très loin d'ici, à un peu plus de 200 km. Et la petite ferme polyculture élevage de mes parents, c'était un maillage de haies important, avec cette gestion de la haie, parce que ça c'est très important. La haie, c'est un outil de production, un outil de biodiversité, et notamment, papa a fait ça, et sans doute qu'il a transmis plein de choses à tous ses enfants. Et cette passion ne vous a plus jamais quitté, puisque vous avez décidé de passer votre vie à dessiner les haies, mais de façon plus générale, la biodiversité. Je ne sais pas si j'ai décidé, mais en tous les cas, ça, naturellement, une petite étoile m'a guidé vers ça, et c'est tellement merveilleux que j'ai une chance extraordinaire de faire ça, oui, c'est vrai. Dominique Poirier, c'est important pour vous ce rôle de partage. Vous veillez à ce que les espaces de Cherbourg soient ouverts et propices aux échanges ? Tout à fait, oui. Tous nos espaces naturels qu'on a sur notre territoire, donc c'est des espaces qui sont libres, ouverts en permanence, et les gens peuvent s'y promener en continu, découvrir, voir la diversité qu'on peut avoir aussi bien sur la flore que sur la faune, quoi. 240 hectares d'espaces verts, peut-être. 240 hectares d'espaces verts, 70 d'espaces naturels. 70 hectares d'espaces naturels, une équipe de combien de personnes ? 85 jardiniers. 85 jardiniers. Donc effectivement, c'est quelque chose de conséquent pour la ville de Cherbourg. Stéphanie Langevin, est-ce qu'on peut dresser une typologie de votre public au cours de ces promenades ? C'est quoi ? C'est uniquement des botanistes, des passionnés ? Qui vient vous voir ? De tous horizons, finalement. C'est pour ça que ces animations qu'on propose, on les met sur des séquences de vie différentes. Et finalement, le public venu vient pour se promener et pour découvrir les arbres et les arbustes qui les accompagnent, et peut-être même un peu plus. On peut aussi y découvrir des batraciens, par exemple. Voilà, vraiment, c'est des moments d'échange, et chacun reçoit ce message et vient pour cette raison-là. Ce qui est important, c'est que ces promenades, on les anime de temps en temps, ponctuellement, dans l'année. Des dates sont données et proposées, on peut les découvrir sur le site internet du CAUE, mais surtout, on construit des dépliants et des carnets de bord qui sont mis là à disposition de tout le monde. C'est-à-dire que ces visites peuvent être faites aussi en liberté, avec sa famille, ou un moment disponible pour soi. Et seulement, avec Cécile Guillopé, ma collègue, on construit des carnets de bord qui sont téléchargeables depuis le site internet du CAUE, où là sont transmis les émotions, les éléments un petit peu scientifiques ou de connaissances. En tout cas, tout ce qu'on peut, nous, essayer de transmettre au moment des promenades sont là disponibles pour tous ceux qui ne peuvent pas se rendre à ces animations qui sont proposées. Alors, Stéphanie Langevin, on l'a évoqué avec Dominique Mention, cette notion de transmission entre les générations. Les promenades que vous organisez sont l'occasion, notamment pour les grands-parents, d'amener leurs petits-enfants et de prolonger leurs connaissances, leur savoir et parfois leur savoir-faire. Et de transmettre leur culture. C'est-à-dire qu'en emmenant leurs enfants ou en emmenant des amis à ces promenades, des amis qui peuvent venir d'autres régions de France, finalement, ils permettent d'en découvrir un peu plus sur ces éléments qui sont profondément inscrits dans notre être, au fond de nous-mêmes. Dominique Mention en a parlé effectivement, et lorsqu'il a présenté son travail il y a quelques années, il a bien préciser que ce lien qu'il avait avec son père et ce qui l'avait amené à développer ce travail sur les trognes. Et de la même façon, ces personnes qui viennent à ces promenades, je pense quelque part profitent de cette promenade pour prolonger cette connaissance des gestes. Parce que quand on va voir une haie, ce qu'on découvre, c'est le marcottage, c'est le bouturage, c'est la façon dont elles se sont multipliées, développées. On en découvre aussi l'épaisseur, et là on comprend qu'il y a des semis naturels qui peuvent exister, et finalement, derrière cette haie, ce végétal, cet élément qu'on découvre dans le paysage, ce que l'on perçoit et ce que l'on découvre, ce sont les gestes des hommes et des femmes que l'on suit. Ça rejoint les 1000 usages évoqués par Dominique Mention dans son livre. Dominique Mention, on le sait, la haie peut parfois se transformer en lieu de discorde.
il nous revient d'en faire un lieu d'échange et de convivialité. Ah oui, et c'est très très possible. Moi je vis l'expérience presque tous les jours, je dirais. Alors je voulais dire une chose par rapport à la transmission, le fait que ces anciens, on reconnaisse leur savoir comme des vrais savoirs, vous savez, le plessage, les trognes, tout ça, vous n'avez rien d'écrit là-dessus. Il n'y a aucun livre qui explique... C'est une transmission orale, le savoir oral. Exactement, et si on n'avait pas récupéré tout ça, non pas dans un esprit de nostalgie, mais pour l'adapter à des besoins d'aujourd'hui, avec des matériels d'aujourd'hui, sans forcément utiliser le pétrole d'ailleurs, je veux dire, on aurait perdu tout un pan de savoir qui va vers l'économie du geste, l'économie, la production, enfin c'est pas... Tout ça, c'était pour survivre pour les gens, il ne faut pas l'oublier. Oui, tout à fait. Et alors, les usages possibles de convivialité. Vous me donniez quelques exemples. Est-ce qu'on peut en reparler à présent ? Alors il y en a beaucoup. Alors il y en a un dont je voudrais parler, qui est lié aux haies paysannes. C'est les paysans aujourd'hui qui n'ont plus le temps de recéper leur haie, qui le sous-traitent à des gens de la ville. Ça existe pour faire leur bois de chauffage. Donc ça, c'est une possibilité qui est en train de se mettre en place dans certaines régions. Donc là, c'est des passerelles entre deux mondes, le monde urbain et le monde agricole. Exactement. Il y a certaines personnes qui ont des besoins, il y a des gens qui sont les agriculteurs qui n'ont plus le temps ou qui n'ont plus l'usage de ce bois de la haie et qui le sous-traitent finalement à des gens et tout le monde s'y retrouve. Et puis on peut partager aussi, on vous dit tout le monde s'y retrouve, on peut partager des cueillettes entre voisins. Bien sûr. Alors après, la haie du jardin, la haie de proximité, la haie urbaine, elle peut être l'objet de 1000 échanges, à condition qu'on n'en fasse pas une espèce de mur monospécifique épouvantable. Il faut savoir quand même que la plupart des gens se sont entourés de ces haies comme s'ils étaient déjà dans un cimetière. Ils vont la tailler tous les ans au même niveau et ils vont mourir avec. C'est dramatique. Alors que c'est un milieu de vie, c'est un milieu vivant et il y a plein de choses à découvrir, il y a plein de choses à créer, à transformer, à faire évoluer. Et la haie, ça peut prendre en plus toutes les formes, y compris des formes avec des trous, des passages, enfin, ça peut être une infinité de choses. Stéphanie Langevin, ce que nous dit Dominique Mention, finalement, c'est que c'est pas incompatible que la haie soit à la fois une limite et un paysage. Elle est les deux à la fois. Voilà, elle est ce que disait Cécile tout à l'heure, c'est la limite du champ ou du jardin, et de l'autre côté, c'est le paysage, ou c'est un voisin. Mais de toute façon, elle est cet élément qui fait le passage d'un univers à un autre. Et donc à partir de là, Christiane d'Orléans le dit très bien dans son film. Et la personne qu'on voit dans le film. Dans le film, voilà, elle parle de la haie de buis, de cette haie de buis qui est une haie de jardin potager, souvent dans le pays d'Auge. Et elle dit que cette haie de buis est là pour protéger. Et finalement, on sent qu'on a dérivé de génération en génération. On est allé vers cette haie qui protège pour aller vers cette haie qui défend. Donc c'est vrai, c'était sa fonction, c'était empêcher la divagation, la pénétration des troupeaux dans les cultures. Aujourd'hui, c'est peut-être la haie qui enferme, finalement, comme le disait Dominique Mention. Quelque part, on est allé au paroxysme de ça, avec cette haie qui n'est plus la haie qui protège, mais la haie qui défend. Et c'est peut-être cette haie qui protège qu'il faudrait revoir à nouveau. Et si on la considère comme la haie qui protège, ce n'est plus une clôture, hein, la haie de thuya monospécifique ou la haie d'escalonia ou toutes ces haies que l'on voit d'une seule essence taillées à moins de 2 mètres de haut sont des haies qui sont là pour défendre. Ce sont des murs végétaux. Ce ne sont pas des haies au sens où on les défend et où Baptiste les a montrés dans le film quand même, avec toutes ces matières, tous ces effets, ce que vous disiez d'entrelacs, de passages possibles. Et du coup, à partir du moment où elle devient cette matière, cette épaisseur, eh bien effectivement, elle peut devenir un lieu par lequel on peut passer d'un jardin vers la campagne. Et c'est peut-être ça, voilà, dans le conseil. C'est peut-être le conseil qu'on pourrait donner, c'est effectivement le Code civil est là pour donner des réglementations concernant la distance de plantation d'une haie par rapport à une limite séparative. Donc si c'est une haie taillée en dessous de 2 mètres, c'est 50 cm. Si on est en dessous, c'est à 2 mètres de la limite séparative. Mais quand on considère l'épaisseur d'une haie, la dimension d'une haie,
peut-être qu'il vaudrait mieux imaginer planter cette haie qui fait la limite du jardin et la limite vers la campagne, finalement peut-être à 3 ou 4 mètres de la limite séparative. Dominique Mention, je le disais, vous êtes un expert internationalement reconnu des trognes. Vous œuvrez à leur réhabilitation. Vous êtes notamment à l'origine de la maison botanique de Boursay. Alors, ces trognes, de quoi s'agit-il ? Alors c'est ce qu'on appelle dans la Manche aussi les têtards, les tétons ou les ragoles. Quelques photos, hein, quelques illustrations pendant que vous parlez vont nous permettre peut-être de mieux comprendre. Voilà, regardez. Voilà, donc ce sont des trognes. Là, ce sont des trognes de mûrier. Hein. C'est en fait un taillis aérien. On a taillé les arbres quand ils sont jeunes à hauteur et on a continué à les retailler à hauteur de façon à pouvoir préserver la production de l'arbre, parce que si on taille au ras du sol, le taillis est mangé par les herbivores, domestiques ou sauvages, et en plus, ça libère de la place au sol. Donc c'est comme une forêt aérienne. Une forêt aérienne, c'est joli, effectivement. On sait depuis quand existe cette tradition ? Alors, on a retrouvé en Angleterre, dans le lit de la Trent, des vestiges de trognes dans la vase datés au carbone 14 de 3400 ans. 3400 ans, cette technique ? Et on est sûr qu'elle existe au moins depuis ce temps-là. Et alors, quelle était son utilité ? Eh bien, c'était justement de préserver la production forestière de la trogne de cette pression animale. Vous voyez, le mont Aigoual, il y a 100 ans, il y avait une telle pression herbivore qu'il n'y avait plus de forêt. Alors que quand vous allez au Pays Basque, il y a des forêts de trognes. La forêt était préservée parce qu'on a fait des forêts de trognes. Et en même temps, il y avait du pâturage, tout pareil. Alors, Dominique Poirier, ces trognes, est-ce qu'elles peuvent composer des haies ? Tout à fait, elles peuvent composer des haies. Et puis, on a nos arbres d'alignement. Ce sont également des trognes. Bien souvent, quand c'est taillé en tête de chat, c'était le même principe, quoi, en fait. Et à une certaine époque, les gens faisaient de la récolte. Ils taillaient eux-mêmes les arbres et ils profitaient du bois qu'on avait en ville, quoi, je dirais. Après, le jardinier est venu remplacer cette pratique, mais je dirais... la pratique initiale des arbres, c'était la taille par les particuliers. La taille pour leur usage personnel. Pour leur usage personnel. Dominique Mention, il y a un intérêt aujourd'hui à conserver cette tradition ? Alors, il y en a plus d'un, il y en a même beaucoup. Le premier intérêt, c'est cet aspect production, puisqu'aujourd'hui, on l'a vu, on peut le mécaniser par le broyage, donc des techniques qui sont plus faciles. Autrefois, ces arbres produisaient beaucoup de fagots. Aujourd'hui, on n'a plus l'usage du fagot, donc on peut valoriser ce bois de fagot par le broyage aussi. Il y a un aspect très important qu'on a découvert assez récemment, c'est l'aspect biodiversité extraordinaire qu'apportent ces arbres par leur répétition et puis par les cavités qui se forment pour les chauves-souris, les insectes, les oiseaux cavernicoles. Enfin, c'est une infinité d'espèces qui ne trouvent plus ailleurs ce type d'abri ou d'habitat pour exister. Donc ça, c'est essentiel. Et puis, c'est une identité paysagère. Selon les régions, vous n'avez pas les mêmes types de taille, pas les mêmes essences qui sont taillées. Et ça marque un paysage. Moi, quand je vais dans le Pays d'Auge, quand je vais dans l'Avesnois ou quand je vais là-bas dans le sud de l'Aragon, en Espagne, ce sont des trognes sur des essences différentes, avec des formes différentes, mais c'est toujours une production. Alors peut-être une petite question poil à gratter. Il n'y a pas de souffrance ? Ça n'engendre pas de souffrance pour les végétaux ? C'est tout à fait drôle parce qu'on ne se pose pas la question quand on mange une salade si la salade souffre vraiment. Mais quand justement avec ces commémorations de la guerre, on sait qu'il n'y a aucun de nos soldats mutilés d'où ça n'est repoussé. Les moignons. Ouais. Et souvent, on entend parler de moignons. Et l'arbre, en fait, il est fait pour ça, quelque part, puisqu'il a dû, dans son histoire biologique, répondre à la pression animale, les castors, les accidents climatiques. Et donc, il a inventé ce bourgeon dormant qui repart après la taille. Cette réitération, comme l'appellent les spécialistes. Donc, il revit. Il revit et ça lui permet même de vivre plus longtemps. J'ai vu dans le parc de Windsor en Angleterre une trogne de chêne de 1300 ans. Et c'est sûr que si le chêne avait été laissé à lui-même, il n'existerait plus. Et s'il souffrait, peut-être qu'il ne prolongerait pas sa vie aussi longtemps. C'est d'autres questions. Stéphanie Langevin, la haie, c'est politique. Ça concerne la cité et les citoyens. Oui. La haie, c'est l'élément qu'on partage. Tout à l'heure, on était dans le jardin, donc on va franchir la haie et puis on va aller dans le chemin qui borde la haie. Et là, voilà, la haie, elle est partagée par tout le monde, c'est-à-dire que cette haie vous appartient.
Vous en êtes maître, voilà, vous pouvez l'entretenir, y développer les gestes que vous voulez, reproduire peut-être des gestes de vos parents ou en inventer de nouveaux, introduire des essences, enfin voilà, c'est votre haie. Mais finalement, cette haie, vous la partagez avec les uns et les autres qui vivent dans l'espace public. Et du coup, cette notion-là amène à prendre un peu de recul et peut-être profiter des instances politiques, conseil municipal, communauté de communes, pour parler au moment de l'élaboration des documents d'urbanisme de ces haies. Un moment de dialogue, finalement. Voilà, simplement ramener le sujet des haies au centre de la table et dire cette haie qui borde le village et l'enveloppe, voilà, elle compte à l'échelle du paysage quand on arrive depuis la RD 913. Et donc, ce serait peut-être pas mal de veiller à sa préservation, peut-être pas une protection exclusive des gestes d'entretien. Hein. L'idée, c'est pas de figer la haie dans un tableau, mais voilà, c'est de lui permettre de vivre en élément vivant dans un territoire. Merci. Dominique Mention, vous me disiez, et j'aimerais que ce soit peut-être le mot de la fin, dès qu'il y a un bout de terrain, je vous cite, il y a toujours des possibilités liées à la vie. Ah, complètement. Complètement. Et le cas se présente presque tous les jours partout. Les gens qui ont un frêne, on parlait de frêne qui se sème tout seul, ou un chêne qui s'est semé, ou d'autres essences. Et tout d'un coup, c'est un arbre qui pousse auprès de la maison. Et cet arbre, le réflexe souvent, on se dit, c'est la maison ou l'arbre. Et plutôt que de supprimer l'arbre, il suffit de l'étêter quand il est jeune. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va cueillir régulièrement la production de rameaux avec laquelle on va faire des petits fagots pour allumer son insert, par exemple, ou un petit tas pour faire un nichoir à insectes. Après, il y a un nid qui va s'installer dans la petite coupelle qui s'est formée. Et puis, son arbre, il va apporter des cavités. On n'aura pas besoin de mettre nichoir puisqu'il va devenir nichoir. Et on conserve son chêne, son frêne ou son charme auprès de sa maison. Et donc, en plus, ça crée un lien vivant. Et ça, c'est quand même fabuleux. Et c'est fabuleux, effectivement. Madame, messieurs, je vous remercie. Merci d'avoir partagé votre passion et puis d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que nous avons pu vous offrir un nouveau regard sur le patrimoine végétal normand et susciter des envies et pourquoi pas des vocations. Toutes les informations concernant les promenades, eh bien je le disais, vous les retrouvez sur le site du CAUE, CAUE50 toutattaché.fr. Et puis selon la formule consacrée, vous trouverez les ouvrages de Dominique Mention dans toutes les bonnes librairies. N'oubliez pas, vous pouvez revoir cette émission à toute heure et bien d'autres programmes encore sur le replay de Normandie TV, normandie-tv.fr. Merci, à très bientôt.